Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 28 août 2025, c'est notre bulletin numéro 253 et nous sommes à Moscou et nous ne sommes plus en vacances, d'où ma tenue un peu plus formelle. N'hésitez pas à vous abonner au dernier numéro de Jeux Politiques Profonde, notre partenaire, d'autant plus que j'ai écrit dans le numéro du mois de septembre, je suis revenu sur ce que j'ai appelé le père de tous les mensonges, c'est-à-dire le MH17, cet avion qui a été civil, donc qui a été détruit avec 298 civils à son bord en juillet 2014 par l'armée ukrainienne. Et donc je reviens sur le mensonge qui a suivi et surtout sur la question que je pose et auquel j'apporte la réponse. Est-ce que cette destruction était délibérée ou pas? Est-ce que c'est un accident ou est-ce qu'elle est délibérée? Voilà. Ne manquez pas donc Géopolitique Profonde avec mon article pour le mois de septembre. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Allez faire aussi un tour sur la page auto-éditeur de notre site, stratpol.com. Et puis, procurez-vous, pourquoi pas Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, puisque eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Je remercie d'ailleurs l'état-major de l'OTAN de respecter le scénario que j'ai décrit. Et puis le livre noir de la gauche française qui est toujours d'actualité, d'autant plus que, et on en reparlera, arrive la journée du 10 septembre, dont on se demande si ça va être une répétition des Gilets jaunes. Si c'est oui, de quel gilet jaune parle-t-on? Est-ce qu'on parle du gilet jaune canal historique, qui a été très bien décrit d'ailleurs par Yannick Jaffré dans son livre Pour l'honneur des gilets jaunes, ou si on va avoir une manifestation du genre organisée par le régime? C'est a priori ce qu'on est en train de voir, puisque les syndicats sont dans le coup, la France insoumise est dans le coup. Or, si on se souvient de l'esprit des Gilets jaunes canal historique, hein, c'est-à-dire des premiers actes du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, en gros, eh bien, c'était une manifestation de producteurs contre les parasites. Or, les parasites, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Jordan Bardella, sous-diplômés qui, surtout, et c'était encore pire, n'ont jamais travaillé de leur vie. Voilà, c'est les 5 retraites dont bénéficie François Hollande. Ça avait été très bien d'ailleurs dénoncé par Charles Gave. Donc est-ce qu'on va retrouver cet esprit gilet jaune où les travailleurs finalement... D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que on avait vu des chefs d'entreprise venir avec leurs ouvriers. Hein, je me souviens, c'était d'ailleurs sur RT en français, c'est sans doute pour ça, c'était RT France à l'époque, pour ça que la chaîne a été fermée, eh bien, parce qu'elle avait fait un excellent travail de reportage sur ce qui se passait dans la rue, notamment sur les Champs-Élysées. Et on voyait un chef d'entreprise qui mettait à disposition des véhicules utilitaires, qui était là avec ses employés, parce que la hausse du diesel, pour faire plaisir aux écolos, eh bien, allait amener son entreprise à la faillite. Donc c'était ça l'esprit des Gilets jaunes, c'était les travailleurs contre les parasites. Pour l'instant, ce que je vois, c'est les syndicats jaunes comme la CGT, qui sont en fait des instruments du régime, la France insoumise qui s'est toujours jouée finalement être l'aile gauche du bloc gaucho-centriste qui dirige la France. Donc tout ça n'augure rien de bon. Mais cela dit, on observera. Pour être parfaitement honnête, j'ai été totalement surpris par les Gilets jaunes en 2018. Hein. D'ailleurs, je suis arrivé, je crois que c'était uniquement à l'acte 3. Mais on va voir ce que ça va donner. Puis aussi un aspect, c'est que les Gilets jaunes, comme c'était des travailleurs, ils venaient manifester le samedi, parce que il fallait qu'ils travaillent le reste de la semaine. Là, bon, oui, grève générale en milieu de semaine. On va voir. Encore une fois, il y a des gens bien qui vont y aller, ça c'est sûr, j'en connais, j'en ai parlé déjà, mais j'ai bien peur que tout ça soit récupéré par le régime. Hein. C'est la grande qualité de la gauche bourgeoise, c'est ce que je décris dans mon bouquin, c'est-à-dire que elle est capable d'absorber tous les mouvements populaires. Waldeck-Rousseau, Clémenceau, ils ont commencé par soutenir les mouvements de grève, et une fois arrivés au pouvoir, ils leur ont tiré dessus. Hein. Je vous envoie vraiment sur mon bouquin le chapitre La gauche française et la répression. C'est-à-dire que ils savent très bien absorber. Le seul finalement, là je continue ma réflexion sur la gauche française d'ailleurs, le seul parti finalement qui n'a pas été absorbé par ce bloc de gauche bourgeoise qui dirige la France depuis 1877, à l'exception notable du passage du général de Gaulle, finalement c'est le Parti communiste, parce que lui recevait ses ordres de Moscou. Mais sinon, tous les autres ont été absorbés. Et donc, en fait, Mélenchon, c'est un autre Waldeck-Rousseau, c'est un autre Clémenceau. Il est là pour donner l'illusion qu'il existe encore une gauche populaire. Il y a une gauche populaire qui existe. Elle est à la marge, c'est Georges Kuzmanovic, c'est malheureusement des mouvements assez peu représentés, mais les grands partis, eux, évidemment, ne sont pas de gauche populaire. Cela dit, et je parle de ce qui m'a plu d'ailleurs cette semaine, c'est une espèce d'union sacrée contre la GPA, puisque
Attal, donc l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, veut autoriser la GPA, hein, qui est la forme la plus abjecte de l'esclavage et de la prostitution. Finalement, et donc appelons ça d'ailleurs GPA, j'aime pas, faut appeler ça mère porteuse, c'est ce que c'est, contre de l'argent. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est, je l'ai cité sur Twitter, c'est Georges Kuzmanovic, c'est également le Roussel qui a pris parti, alors avec une approche, on va dire marxiste, hein, pour dénoncer la GPA comme ce que c'est, hein, ce que j'ai dit, c'est un esclavage, et finalement on rejoint les nationaux conservateurs, les catholiques militants. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je ne sais pas si ça existe ailleurs dans d'autres pays, mais il y a des moments où on se dit tiens, finalement tout n'est pas perdu en France. Et bien cette convergence entre, encore une fois, une gauche que cette fois on peut qualifier de populaire, hein, puisque évidemment la gauche bourgeoise veut des esclaves, veut des mères porteuses, des immigrés payés pas cher pour livrer des pizzas. C'est le rêve de Mélenchon. Hein. Donc tout ça, évidemment, ce n'est pas de la gauche populaire. Mais là, on avait quelque chose. Une convergence tout à fait intéressante. Voilà, ça m'a bien plu. Ce qui m'a bien plu également cette semaine, c'est cette interview de Charles Gave dans un média que je ne connaissais pas, qui s'appelle Smart TV, et qui a parlé de la fin du dollar. Donc c'est pas nous sur cette chaîne qui allons dire le contraire, mais c'est très pertinent, c'est assez rapide. Ça vaut le coup d'aller écouter. Les États-Unis ont provoqué la propre fin de leurs privilèges exorbitants. Et visiblement, Trump ne prend pas la direction d'y remédier, puisque aucune sanction liée à l'utilisation du dollar, par exemple contre la Russie, n'a été levée, notamment sur le SWIFT. Donc finalement, on va passer une autre époque. C'est pas la première fois. Hein. Passer de la livre sterling à l'or, au dollar, ça part dans. C'est pas la première fois dans l'histoire où on change de paradigme monétaire, dirons-nous, et c'est en train de se mettre en place. Et ça va vraiment être intéressant. Et on peut dire que Trump non seulement n'a pas ralenti le processus, mais l'a même accéléré. Économie maintenant, et avant de démarrer évidemment. Investissez en Russie, et pour cela, allez voir en description de cette vidéo le lien Divergence Service. On vous explique comment faire, vous êtes nombreux à venir maintenant, donc venir ouvrir un compte en Russie, pérenne, avec tous les systèmes d'enregistrement pour pas qu'il soit fermé dans un mois, ce qui vous permettra, le cas échéant, de placer de l'argent. Et aujourd'hui, le taux, j'ai regardé, c'est entre 16 et 18%. Donc ça, vous l'aurez. C'est un peu mieux que le livret A, tout de même. Donc n'hésitez pas, avant que les taux d'intérêt de la Banque centrale baissent trop, parce que d'ici la fin de l'année, normalement, on espère qu'il devrait descendre à 12. Ce sera toujours intéressant comme placement, mais un petit peu moins. Puisqu'on parle de l'économie russe, je voulais vous donner quelques chiffres qui m'ont paru importants et qui vont être révélateurs de la situation réelle de l'économie russe. Est-ce qu'elle est au bord de l'effondrement, n'est-ce pas? Ça fait 3 ans et demi qu'on nous l'annonce. Là, on en reparle de nouveau, qu'il y a plus de carburant, il y a la queue devant les stations-service. Alors, je suis désolé, j'en ai vu aucune. Alors, je sais qu'il y a des problèmes, mais c'est souvent c'est saisonnier dans certaines régions. Les attaques sur les raffineries russes sont insignifiantes. Elles ne joueront aucun rôle. Je vous rappelle que la Russie a gagné plus d'argent sur la vente des hydrocarbures à la fin de l'année dernière que l'année précédente, alors qu'il y avait eu beaucoup plus d'attaques en 2024. Bref, donc quelques chiffres qui vont parler d'eux-mêmes. Le chômage est à 2,2% stable. Les ventes au détail ont dépassé les attentes à 2%. La production industrielle augmente légèrement de 0,7%. Et en revanche, effectivement, l'augmentation des salaires, on espérait un 5,3% et finalement on a 5,1%. Donc ce que l'on voit, c'est que l'économie russe n'est pas sur le point de s'effondrer et que, alors le très bon résultat sur le chômage, 2,2%, ça fait rêver évidemment dans des pays socialistes comme la France, mais c'est aussi le handicap de cette économie, puisqu'il y a un manque de main-d'œuvre criant, on l'a déjà expliqué, je vais pas revenir dessus. On fera un point de toute manière global sur les résultats de l'économie russe, notamment combien ont rapporté les hydrocarbures, voir si les attaques magiques sur les raffineries ont servi à quelque chose, plus que l'année dernière. On verra ça de toute manière à la fin de l'année. Mais dans l'ensemble, en tout cas, les indicateurs n'annoncent pas une crise majeure. Oui, il y a un ralentissement qui est provoqué par la Banque centrale, encore une fois, mais qui n'est pas critique pour la Russie, dont la situation économique est bien meilleure que toutes celles dans tous les pays européens. J'aime donner de temps en temps un exemple du remplacement des importations, donc cette politique qui est menée par Vladimir Poutine depuis 2014, depuis les premières sanctions. Et bien là, j'ai trouvé un projet intéressant qui devrait permettre à la Russie de devenir souveraine dans la production de résine d'époxy. Donc c'est quelque chose qui est fabriqué à partir des hydrocarbures. Toujours l'idée
pour les Russes de transformer eux-mêmes de tous les moyens possibles et imaginables leur production d'hydrocarbures. On en a aussi déjà parlé. Il y a eu déjà des grands projets d'usines de propylène qui ont été ouverts. Et là, c'est le lancement. Alors, on est à la première phase de production de résine époxy, ce qui permet, c'est pour les revêtements, les cols, les peintures, etc. Donc, c'est encore une fois un signe que même si la guerre continue, eh bien, les grands projets nationaux, les grands projets d'investissement, de développement de la souveraineté industrielle russe continue. Article intéressant dans le Wall Street Journal qui prétend, alors faut faire toujours attention avec la presse américaine, mais que Exxon serait déjà en discussion avec la Russie pour revenir dans le projet à Sakhalin 1. Donc on sait que Exxon s'était retiré, d'ailleurs c'est depuis 2014, de tous les projets russes. J'en avais parlé quand Trump est arrivé au pouvoir, que tout était de nouveau possible, et notamment rappeler que le premier ministre des Affaires étrangères, donc le secrétaire d'État américain dans le premier mandat de Trump, c'était Rex Tillerson, qui était l'ancien patron d'Exxon. Et ce qui veut dire que Exxon a une place particulière je pense, dans la politique de Trump, et que ce ne serait pas étonnant qu'un des premiers accords qui soit signé entre la Russie et les États-Unis, dans le cadre d'une coopération énergétique, eh bien, ce soit sur des projets. Donc pour la Russie, évidemment, ce sera un atout. Au niveau technologique, Exxon est très en avance, très en pointe sur tout ce qui est extraction des hydrocarbures. Donc, sujet à suivre. L'excellent ministre des Affaires étrangères indien, l'excellent Jaishankar, que je cite souvent, toujours très pertinent, a fait une déclaration mi-amusée, mi-sérieuse, dans laquelle il expliquait que si les gens ne veulent pas acheter du pétrole transformé par l'Inde, par les raffineries indiennes, eh bien qu'ils ne le fassent pas. Mais tout le monde le fait. L'Europe le fait, les États-Unis le font. Donc ça sert à rien d'essayer de menacer l'Inde. On l'a vu, là c'est un grand échec de la politique de menace de taxes de Donald Trump. Ça a été un premier grand échec vis-à-vis de la Chine, et maintenant c'est un deuxième grand échec vis-à-vis de l'Inde. Et au contraire, ça ne fait que les pousser à se rapprocher. D'autant plus que l'on a appris par le magazine en ligne Naftorinok Daily Fuels and LPG, qui est un site spécialisé ukrainien, que l'Inde, au mois de juillet, était devenue le premier exportateur de diesel en Ukraine, en passant par le Danube jusqu'au port d'Izmaïl. Donc Kiev s'est mis dans une situation totalement absurde en réclamant à l'Union européenne et aux États-Unis de mettre des sanctions secondaires contre l'Inde, alors qu'elle lui achète du diesel. Ensuite, Kiev mène des frappes contre l'oléoduc Druzhba qui amène le pétrole russe jusqu'en Hongrie, en Slovaquie, pour qu'il soit transformé et qu'ensuite le carburant qui en est produit puisse être réexpédié en Ukraine. Donc on se tire une balle dans le genou. Et en plus, menace des pays, alors que la Hongrie fournit, et la Slovaquie, je crois, fournissent l'essentiel de l'électricité importée par l'Ukraine. On l'a déjà dit. Donc il y a eu de nouveau des frappes. Alors, à l'heure où je tourne ce bulletin, finalement, l'oléoduc refonctionne de nouveau et visiblement la Commission européenne prête l'oreille à ce que raconte Viktor Orban et le Premier ministre slovaque Fico et mettrait la pression sur Kiev pour qu'ils arrêtent ces bombardements. Parce qu'en fait, ça crée un déséquilibre qui touche non seulement l'Union européenne, mais également l'Ukraine. C'est vital pour l'Ukraine. Pour dire, là, encore une fois, la politique absurde qui est menée par Zelensky depuis le début. On se souvient de la fermeture du gazoduc en janvier 2025 qui a permis aux Russes d'ailleurs d'utiliser ce gazoduc pour reprendre toute la région de Koursk qui était occupée par les forces otano-kieviennes et qui a fait que la Russie maintenant peut bombarder tranquillement toutes les infrastructures gazières en Ukraine. Voilà, donc politique absurde mais qui trouve finalement ses limites quand ça percute le mur de la réalité. De nouveau, quelques considérations globales sur l'économie mondiale. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a deux tendances importantes. Il y a l'appauvrissement radical des grandes puissances européennes. Donc, même l'Allemagne. Alors, on est en plus dans le paradoxe où Merz annonce qu'il va falloir mettre fin à l'État social en Allemagne parce que ça coûte trop cher. Et le lendemain, annonce qu'il va encore donner 9 milliards d'euros à l'Ukraine chaque année et se vante d'en avoir déjà envoyé 50 milliards. Donc, effectivement, on sacrifie la politique sociale d'un pays pour faire une guerre, pour faire une guerre à des Ukrainiens qui sont sûrs de la perdre. Voilà où en est le niveau d'absurdité de l'Union européenne et de l'Allemagne, dont le réarmement
pourrait commencer à inquiéter. Les deux autres pays qui sont au bord de la banqueroute, eh bien, c'est l'Angleterre, on en a déjà parlé, hein, le taux d'emprunt pour les obligations est à 5,5%. Dans la presse, désormais, anglo-saxonne, on parle d'une possible tutelle du FMI en comparant ce qui s'est passé dans les années 70, et puis on parle également de tutelle du FMI en France, où c'est Madame Borne, donc ancien Premier ministre, désormais ministre de l'Éducation, qui dit qu'on ne pouvait pas exclure une tutelle du FMI. Alors ça a été tout de suite démenti, c'est la panique. Mais en fait, la vérité, c'est que s'il n'y a pas vraiment de réforme, si on va vers encore un nouveau gouvernement, les agences de notation qui trichent sur les notations depuis plusieurs mois finiront par nous faire perdre notre double A. Double A, c'est-à-dire que nous aussi, on empruntera à 5,5%, comme l'Angleterre. Donc la situation est très mauvaise du côté des pays européens, et du côté, on va dire, du sud global, de la recomposition entre les BRICS, eh bien les choses vont de plus en plus vite. C'est le grand échec des sanctions de Donald Trump, puisque ça a provoqué un rapprochement encore plus fort des pays des BRICS, y compris l'Inde avec la Chine, et la Chine d'ailleurs désormais se met à acheter du soja au Brésil et non plus aux États-Unis. Donc mauvais calcul de l'administration de Trump dans ce cadre-là. Et deuxième mauvais calcul, c'est avec les Japonais et les Coréens du Sud, alors qui pourtant, avec tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas destinés à s'apprécier. Alors ils font partie évidemment d'une alliance commune avec les États-Unis dans le Pacifique. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait ces deux pays sont en train de se rapprocher pour tenir tête à l'administration de Donald Trump et à sa politique de taxes. Donc on va suivre ces différents mouvements de l'économie mondiale avec attention parce que ça va être décisif pour les années qui viennent. Politico-diplomatique maintenant, et le retour en France des ambitions coloniales. Alors, comme au XIXe siècle, eh bien, la colonisation est l'œuvre de la gauche française, donc il s'appelle plus Jules Ferry, il s'appelle Emmanuel Macron, donc on sait qu'il a évidemment organisé un coup d'État en Roumanie pour empêcher l'arrivée d'un nationaliste au pouvoir, et là, il s'est déplacé, donc il était accompagné du Premier ministre polonais Tusk et de Friedrich Merz, le chancelier allemand, pour, attention, la fête de l'indépendance de la Moldavie, grand pays extrêmement important de 2,3 millions d'habitants. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde à une fête d'indépendance. Bon, évidemment, tout cela n'a rien à voir avec l'indépendance de la Moldavie, puisqu'au contraire, elle n'est pas du tout indépendante. Elle est en coupe réglée par l'Union européenne. Et donc, il s'agit surtout de se déplacer pour soutenir Maia Sandu dans la prochaine élection, le 25 septembre. Alors, je pense qu'elle va la gagner. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait arrêter et mettre en prison, comme Zelensky l'avait fait au début de l'année 2021, son principal ou ses principaux opposants. Donc, en l'occurrence, Madame Gutsoul, qui est la représentante élue des Gagaouzes en Moldavie. Donc, le but, c'est d'apporter un soutien de l'Union européenne à cette dictature moldave. Ce qui veut dire tout de même qu'il y a sans doute une légère crainte, c'est que malgré le système de répression policier qui a été mis en place, dont les résultats de Maia Sandu sont très mauvais, notamment parce qu'elle s'est brouillée avec la Russie et que le gaz coûte beaucoup plus cher qu'il ne coûtait auparavant. Donc voilà, toujours aussi fébrile, mais évidemment, pour la gauche française, c'est l'occasion de repartir dans une politique coloniale. Alors en Europe de l'Est, maintenant que les Africains nous ont mis dehors, la gauche française jette son dévolu sur l'Est de l'Europe. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que ce qu'acceptent les Roumains, les Moldaves, les Ukrainiens évidemment, comme ingérence de la part de puissances étrangères, mais il n'y a plus un État en Afrique qui l'accepterait. Pas aussi ouvertement. Et ça prouve qu'il y a quand même un problème avec les populations de Roumanie, de Bulgarie, de Moldavie ou d'Ukraine, d'avoir à ce point une absence de fierté qu'on se laisse coloniser de manière vraiment humiliante et ouverte. Cette colonisation a par ailleurs été confirmée par le piégeage de Samantha Power. Donc Samantha Power, elle a été représentante à l'époque démocrate des États-Unis à l'ONU, et également elle a dirigé l'USAID, cette structure qui distribue de l'argent des contribuables américains partout dans le monde pour exporter le gauchisme, en gros, et notamment le wokisme, le LGBT. Donc tout ça a été terminé rapidement par Donald Trump, mais elle, donc cette ancienne représentante, s'est fait piéger par les fameux Lexus et Vovan. Rappelez-vous, c'est eux qui avaient piégé François Hollande en se faisant passer pour Poroshenko, et là François Hollande avait avoué qu'effectivement les accords de Minsk n'avaient jamais été prévus pour être appliqués, alors que la France avait voté la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, mais pour donner du temps à l'Ukraine pour s'armer et faire la guerre à la Russie. En gros, c'est ce qu'il avait dit. Donc là, eh bien, ils ont réussi à piéger cette Samantha Powers qui a effectivement reconnu les sommes déversées à Maia Sandu pour lutter contre l'influence russe.
Et puis là, elle explique que c'est à l'Union européenne de prendre le relais. Donc une révélation à la fois intéressante et amusante. Article intéressant dans The Telegraph de Tom Sharp. Donc The Telegraph, c'est un magazine anglais, dont le titre aurait pu être copié sur ce que publiait Stratpol, puisqu'il dit que l'Ukraine peut tenir sans le Donbass, mais pas sans Odessa. Et comme nous l'avons dit, et c'est ce qu'a compris Donald Trump, alors c'est peut-être ce que font semblant de ne pas comprendre les dirigeants européens, mais il faut arrêter la guerre maintenant en respectant toutes les exigences russes pour tenter de sauver Odessa, pour que ce qui restera de l'Ukraine ait un accès à la mer et que, par conséquent, ce corridor qui parle du nord de l'Europe de l'Est jusqu'à la mer Noire, eh bien, soit disponible. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, on revient quand même à la géographie, on revient à la vraie géopolitique, et j'ai trouvé ça intéressant, notamment dans un magazine anglais qui est loin d'être pro-russe, loin s'en faut. Et puis, dernière nouvelle politico-diplomatique, le nouveau président polonais a décidé de mettre son veto à la loi de financement de l'Ukraine qui devait être adoptée. Donc, parce que en fait, il veut que l'Ukraine demande pardon pour les exactions des bandéristes contre la population polonaise, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943, les fameux massacres de Volhynie. Et alors évidemment, ça pose un vrai problème, et c'est là où on s'aperçoit l'absurdité et la schizophrénie des pays occidentaux, c'est-à-dire qu'ils ont financé une révolution du Maïdan avec des bandéristes qui sont devenus les héros du régime de Kiev actuel. Il y a l'avenue Stepan Bandera et Shushkevich qui amène à Babi Yar, là où ont été massacrés. Là c'était essentiellement, je crois, une vingtaine de milliers de Juifs, mais également des Polonais et des Russes. Et comme disait Dmitri de Koshko, c'est comme si on avait une avenue Adolf Hitler qui aille jusqu'à Auschwitz. Donc voilà où on en est. Donc ça, c'était une réalité. Nous avons décrit un paradoxe que nous avons décrit depuis 2014, et maintenant tout d'un coup les Polonais se réveillent, et là pour le coup c'est la sanction, elle est dure. Il y a une conséquence immédiate, c'est que la Pologne a déclaré qu'elle arrêterait de payer l'abonnement Starlink pour l'Ukraine. C'est la Pologne qui payait depuis le début l'abonnement Starlink, qui a permis à l'armée ukrainienne d'avoir un système de transmission performant, qui d'ailleurs aujourd'hui est aussi utilisé par les Russes. Et donc, alors ça, quelqu'un va payer, mais je trouvais ça assez symbolique. Quoi qu'il arrive, ce sera sans doute les contribuables français, allemands ou italiens, ou peut-être même finalement polonais par un autre truchement. Mais voilà, c'était assez symbolique. Et d'ailleurs, les Polonais aussi s'apprêtent à mettre dehors les réfugiés ukrainiens. Parce que effectivement, ça commence à poser un problème, surtout que, comme expliquait un de mes amis qui habite en Ukraine, comme ils sont plus sous la contrainte de la loi qui les oblige à parler le sabir ukrainien, ils se remettent à parler russe, la langue de leur maman et de leurs ancêtres. Donc, et ça énerve les Polonais. Voilà un peu où on en est, voilà où mènent les paradoxes de la politique stupide qui a été suivie en Ukraine contre la Russie depuis l'indépendance de l'Ukraine. Armement, maintenant, Rheinmetall, et c'est dans toute la presse occidentale, a ouvert son usine de production d'artillerie, donc qui sera la plus grande d'Europe, qui en 2027 devrait permettre de fabriquer 350 000 obus par an. C'est pas rien, c'est quelque chose de tout à fait sérieux, faut pas sous-estimer. Après, ce qui va être intéressant de savoir, c'est le coût de production, puisque le coût de l'énergie en Allemagne a été multiplié par 4, et que déjà le coût de production d'un obus de 155, souvenez-vous, au début du conflit, c'était les données, je crois que c'était la première fois que c'est sorti, c'était dans le New York Times, ça coûtait $6 000 pour un obus de 155 mm, contre $600 pour un obus de 152 en Russie, qui est l'équivalent. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les coûts de production pour voir si l'Allemagne a réussi à faire mieux que ce qu'elle faisait jusque-là. Mais en tout cas, Rheinmetall est devenu un acteur fondamental. Rappelez-vous, en Roumanie, usine pour réparer les matériels qui sont fournis à l'Ukraine. Il y a également, je crois, une usine en Bulgarie, il y en a en Lettonie, il y en a en Lituanie. Alors, ce qu'on apprend dans l'article de Bloomberg aussi intéressant, c'est que l'usine qui devait être construite en Allemagne, pour l'instant, ne l'est pas. Alors, l'explication, c'est pour des raisons bureaucratiques. Je pense que c'est surtout à cause des frappes russes. Donc, construire une usine de munitions dans un pays où il n'y a pas un seul endroit où on peut être à l'abri des missiles russes, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, Rheinmetall est un acteur, je pense, devenu dangereux pour la paix en Europe, puisque évidemment il n'a plus aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête, notamment en Ukraine. Ils ont investi 1,5 milliard d'euros dans cette usine, et s'il n'y a plus de guerre en Ukraine, elle va beaucoup moins servir que s'il y en a encore une. Donc voilà, Rheinmetall, inquiétant. Information de sources russes, donc
à vérifier. Le navire Simferopol, donc qui est un petit navire de reconnaissance, 1300 tonnes, ukrainien. Alors ils en ont plus beaucoup, hein. Je rappelle, leur seule frégate, elle s'est sabordée tout au début de l'opération militaire spéciale, eh bien, aurait été détruit sur le fleuve Danube grâce à un drone naval russe. Et ce serait la première fois qu'un drone naval russe aurait réussi ça. Donc ça aussi serait un point intéressant de voir à quel point les Russes, eux aussi, se sont adaptés. Et finalement, comme sur les autres types de drones, ont largement dépassé ceux qu'ils ont copiés. Intéressant donc. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé la nouvelle perte d'un MiG-29. Alors on ne sait pas trop où, a priori c'est vers Odessa, donc c'est-à-dire qu'il aurait été déployé pour être utilisé pour abattre les missiles russes qui sont envoyés. Et donc une nouvelle fois, un avion ukrainien a été détruit dans ce genre d'opération. Armement toujours, ça a été confirmé par Donald Trump, ça a été confirmé par J.D. Vance. Désormais, les États-Unis ne donneront plus un kopek, plus un cent à l'Ukraine, et ce sera à l'Europe de payer. Livraison d'armement, oui, mais c'est à l'Europe de payer. C'était le scénario que nous avions privilégié en cas de victoire de Trump à l'époque, et c'est ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les États-Unis auront la capacité industrielle de tout fournir, mais en tout cas maintenant les choses sont claires, et évidemment ça sera, quoi qu'il arrive, un accélérateur de la défaite ukrainienne, parce que les moyens de l'Union européenne sont limités. Dernière nouvelle sur l'armement, et oui, il y en a pas mal cette semaine, c'est un article très intéressant dans le journal italien Corriere della Sera sur les drones donc en Ukraine, et donc on y apprend des choses que nous avions dit, sauf que nous sommes un agent du Kremlin, alors que le Corriere della Sera ne l'est pas. Et donc il explique donc dans cet article que les Russes sont bien meilleurs en drones, notamment la portée des drones russes peut atteindre 25 km, quand pour l'Ukraine c'est 15, que les Russes produisent en masse, que les drones qui sont livrés par les pays de l'OTAN ne sont pas efficaces, ne fonctionnent mal. Et donc là, c'est vraiment la confirmation de la supériorité en drone dans tous les domaines de l'armée russe que nous évoquons maintenant depuis quelques mois. Et aussi un point important, c'est que les Russes, mais les Ukrainiens aussi, dépendent énormément des sous-ensembles chinois. Voilà, c'est la réalité. Encore une fois, accuser la Chine de soutenir l'effort de guerre russe, c'est absurde. Sans la Chine, il n'y a sans doute pas un seul complexe militaro-industriel au monde qui peut fonctionner. La réalité, c'est ça. Terrorisme maintenant, bonne nouvelle, les otages russes donc de la région de Koursk qui avaient été kidnappés par les forces ukrainiennes et qui étaient retenus donc en Ukraine ont fini par être libérés. Donc on les voit, ce sont des personnes âgées. C'est sans doute ça aussi un des bons résultats malgré tout de ces négociations qui ont plus ou moins commencé à Istanbul et évidemment de la pression que Donald Trump met sur le régime de Kiev. Terrorisme encore, interview dans The Times d'un bandériste, donc d'un chef bandériste qui s'appelle Sergei Sternienko, quelque chose comme ça, et donc qui explique que Poutine veut le tuer, comme si Poutine en avait quelque chose à faire de lui ou de Biletsky. D'ailleurs, lui aussi Biletsky a donné une interview dans la presse britannique où il explique qu'il est en gros l'ennemi numéro 1 de la Russie, que Poutine veut le tuer. Donc évidemment que Vladimir Poutine a autre chose à faire que de s'occuper de ces petites frappes bandéristes. Enfin bref, ce qui est intéressant dans l'interview qu'il a donnée, donc ce Sternenko, c'est qu'il explique que si Zelensky accepte les exigences russes, c'est sa mort politique et même sa mort physique. Donc ce qui est quand même pas mal, c'est que donc dans un journal occidental, eh bien un terroriste en liberté, un bandériste ukrainien peut menacer le président ukrainien de mort. C'est tout de même assez exceptionnel ce modèle démocratique qui est vient. Empire du mensonge maintenant. Je remercie l'un de nos commentateurs sur Twitter de m'avoir donné la réponse à la question que je me posais. D'où vient ce mythe l'Ukraine qui peut s'effondrer, que Kiev pourrait être pris en 72 heures, donc au début de l'opération militaire spéciale. Comme je l'ai dit, et d'ailleurs personne n'a pu me trouver un seul extrait qui montre que ni Vladimir Poutine, ni aucun de ses ministres ou de ses chefs de guerre, et ni votre serviteur, on n'a jamais dit que Kiev pourrait tomber en 72 heures. Mais en fait, quelqu'un l'a dit le 5 février 2022, donc avant l'opération militaire spéciale, et c'était le général Miley, le commandant des forces américaines. C'est lui qui avait dit que si les Russes faisaient une attaque à grande échelle contre l'Ukraine, Kiev pourrait tomber en 72 heures. Et d'ailleurs, ce qu'il dit n'est pas faux. Si la Russie, effectivement, avait, au lieu de lancer 120 000 ou 160 000 hommes à la conquête de l'Ukraine, si elle avait lancé, 600 000, 800 000 hommes, comme il doit y avoir à peu près aujourd'hui, oui, Kiev se serait tombé vraisemblablement, ou en tout cas aurait été encerclé en 72 heures. En tout cas, c'est
ce qui était dit, c'était dans la bouche d'un général américain et certainement pas dans celle de Vladimir Poutine ou de ses généraux ou de ses ministres. Donc merci pour l'information. Et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Le moment bunker, eh bien, je remercie mon ami Joseph de m'avoir ramené de France ce truc-là. Le point, comment l'arrêter? Parce que Vladimir Poutine veut envahir l'Europe. Pas comment il va faire, mais en tout cas, il veut le faire et c'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors, il y a beaucoup d'articles totalement délirants, totalement éloignés de la réalité. Je ne vais pas tous vous les dire. J'en ai retenu évidemment un. C'est un de nos gamelins préférés, c'est Gamelin-Goya. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça confirme l'analyse que nous avions faite il y a 2 mois, je crois, après une interview du ministre de la Défense, Le Cornu, sur Valeurs Actuelles, et dans lequel il disait que la ligne rouge, c'est pas l'abandon de certains territoires par l'Ukraine, hein, c'est la démilitarisation de l'Ukraine. Et l'article de Goya, en fait, c'est ce qu'il dit. C'est ça, la préoccupation aujourd'hui de l'Occident collectif, c'est que l'Ukraine soit démilitarisée, c'est qu'elle ne soit plus un danger pour la Russie. Et donc ça veut dire qu'en fait finalement ils n'ont toujours pas compris, ils sont toujours dans le bunker et ils pensent que finalement ils vont pouvoir sauver une Ukraine militarisée, membre peut-être pas de jure mais de facto de l'OTAN, avec ce qu'ils appellent les procédures de réassurance qui correspondraient à l'article 5, hein, c'est ce qu'a dit Giorgia Meloni. Donc tout ça montre à quel point profondément ils vivent dans un monde parallèle et c'est général dans la presse française. En ce moment, comme évidemment il y a un refus d'admettre la défaite de l'Ukraine, hein, on est dans la phase encore de l'absence d'acceptation de la réalité, donc beaucoup d'hystérie, et donc chacun y va de son projet. Il y a également quelqu'un qui est intéressant, c'est dans Le Monde, donc je vous dis c'est général dans la presse française, où là on a Elie Tenenbaum. Donc Elie Tenenbaum, c'est un chercheur à l'IFRI, on en a déjà parlé, notamment c'est pas la première fois qu'il raconte n'importe quoi, je vous renvoie à Ukraine pourquoi la Russie a gagné, et là, alors lui, il est dans le délire le plus total, puisque il dit que oui, non, il faut envoyer des troupes, pas comme des troupes de maintien de la paix, mais des troupes capables de s'infiltrer et de faire une percée dans la ligne de front des troupes européennes. Donc voilà où en est la réflexion des militaires français d'un institut qui conseille le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères. Que fait Thierry de Montbrial? Que fait Dominique David? Il est temps d'arrêter le massacre. À l'origine, l'IFRI, c'est quand même quelque chose de sérieux. Là, il faut et on se retrouve avec des Dominique Minnick, des Tenenbaum, des Thomas Gomard. C'est vraiment nullissime. Voilà. Évidemment, on peut s'interroger sur le sens de tous ces mensonges que l'on lit dans la presse française. Pourquoi cet acharnement à vouloir que la guerre continue en Ukraine alors que beaucoup d'Ukrainiens vont mourir. Alors je comprends qu'ils soient contents que des Russes meurent, mais il y a beaucoup plus d'Ukrainiens qui meurent que de Russes. D'ailleurs, puisqu'on en parle, toujours dans le cadre de l'Empire du mensonge, Kiev n'a pas démenti les informations sur les 1 700 000 morts ou disparus, qui ont été le produit d'un piratage informatique du ministère de la Défense ukrainien. On en a parlé la semaine dernière. J'ai toujours rien vu. Il n'y a pas eu de réponse de la partie ukrainienne. Donc pour l'instant, ça voudrait dire que c'est vrai, mais attendons encore. On leur donne encore 1 ou 2 semaines pour démentir les affirmations donc de ce groupe de pirates informatiques. Donc pour revenir à ce que je disais, quel est le sens de cette volonté de quelqu'un comme Goya, qui en plus se met à croire aux missiles magiques de l'Ukraine? Quelle est leur volonté que cette guerre continue le plus longtemps possible? Et je pense qu'il y a de l'orgueil en fait. C'est le péché d'orgueil. Et c'est vrai que Dourakovlev, c'est vrai que Goya, c'est vrai que Richoux vont passer pour des idiots une bonne partie du reste de leur vie, parce que on va ressortir tout ce qu'ils ont raconté depuis 3 ans et demi. Voilà. Et les gens le font déjà, et donc pour eux, ça va être une immense humiliation. Et évidemment que l'humiliation sera totale si la Russie obtient toutes ces exigences, et notamment celle de la démilitarisation. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose sur lequel les négociations vont réellement être axées, puisque c'est la ligne rouge qui a été fixée par le Cornu, et c'est repris par tous les pseudo-experts comme Goya qui servent le régime d'Emmanuel Macron. Donc c'est assez terrible, parce que les conséquences, évidemment, humaines sont monstrueuses, alors qu'encore une fois, ils ont perdu la guerre. Admettez que vous avez perdu la guerre, nom d'un chien. Considération militaire générale maintenant, la question se pose désormais en Ukraine de manière plus ou moins ouverte, de savoir si on va mobiliser les moins de 25 ans. Il y avait d'ailleurs un article, comme par hasard dans Le Monde,
qui interviewait un colonel ukrainien qui disait que c'était nécessaire, que ce serait pas populaire du tout, mais que ce serait nécessaire. Évidemment que si jamais il y a mobilisation des moins de 25 ans, Zelensky, là aussi, ce sera sa mort politique. Et le problème aussi, c'est que si une loi était présentée pour permettre ça, ça provoquerait une fuite des jeunes Ukrainiens. Encore une fois, les jeunes Ukrainiens ne veulent pas mourir pour l'entité bolchevique ukrainienne. Ils ne veulent pas mourir. Et un pays pour lequel sa jeunesse ne veut pas mourir est un pays qui n'existe pas. Il y a un contrat très bien payé qui a été proposé depuis plusieurs mois aux jeunes Ukrainiens. Eh bien, je crois qu'il y en a 500 qui ont signé, quelques centaines. Alors qu'en Russie, tous les mois, c'est des dizaines de milliers de volontaires qui s'engagent. Donc, parce que la Russie existe, parce que c'est une vraie nation. L'Ukraine est une fausse nation. C'est une prison de plein de peuples différents et qui ne veulent pas mourir pour ce truc. Voilà, pour le régime de Kiev. Donc, en attendant, il y a une loi qui a été prise qui autorise maintenant les 18-22 ans à quitter l'Ukraine. Donc l'idée, c'est d'empêcher les moins de 18 ans, parce qu'en fait, toutes les familles, dès que le jeune arrive à 17 ans, eh bien, ils le font quitter le pays, pour pas qu'il aille mourir pour Zelensky et Emmanuel Macron. Donc c'est pour finalement inciter les jeunes à rester, et peut-être les inciter à rentrer. Alors moi, je vous dire, le résultat, à mon avis, va être catastrophique pour Kiev. Et tant mieux, c'est que énormément de jeunes vont en profiter pour s'enfuir. En revanche, c'est l'autorisation pour les 18-23 ans, c'est-à-dire que les 23-25 ans, eux, ne peuvent pas sortir du territoire. Donc ça veut dire que si jamais il y avait une mobilisation, ce serait sur cette classe d'âge-là. On va bientôt être fixé. De toute manière, si jamais il n'y a pas cette mobilisation, je ne vois pas comment le régime de Kiev peut tenir les effectifs et tenir le front tout simplement. On va le voir, c'est la catastrophe. Puisqu'on parle de ressources humaines, eh bien le maire Sobyanin a fait une déclaration qui m'a même moi surpris, c'est-à-dire que sur les troupes russes qui sont présentes donc sur le front, eh bien donc aujourd'hui on ne sait pas trop, c'est entre 600 et 800 000, on ne sait pas trop, mais il y a 90 000 moscovites. Donc ça, d'ailleurs, ça casse le mythe comme quoi c'est que les régions éloignées, pauvres, russes qui s'engagent pour combattre, parce que finalement, il y a 90 000 moscovites. Hein. C'est pas mal du tout. Voilà, ce qui prouve bien que en fait, il y a un grand mouvement patriotique en Russie, et que parce que ce combat est existentiel pour la Russie, et il s'agit d'aller sauver les Russes qui sont emprisonnés dans cette espèce d'énorme camp de concentration qu'est devenu l'Ukraine du régime de Kiev. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur. Les otano-kieviens ont frappé sur la ville de Rostov, donc là visiblement c'était des objectifs civils. Et ils ont frappé également dans la région de Krasnodar sur des objectifs pétroliers, des raffineries. Voilà. Donc il y a eu quelques images spectaculaires, mais encore une fois, ça n'a pas l'impact que l'on voudrait nous faire croire. Les Russes, eux, évidemment, ne sont pas en reste, donc ça a bombardé, une fois de plus, sur toutes les infrastructures du pays, notamment en plein centre sur un nœud ferroviaire extrêmement important. Les voies de transport sont de plus en plus attaquées par les Russes. Hein. Donc les ponts, on l'a vu, et les voies ferrées, puisque c'est un moyen logistique essentiel pour le système de guerre otano-kievien. Les Russes ont également, dans la nuit de mercredi à jeudi, frappé largement sur Kiev, avec des tirs extrêmement précis, visiblement sur des entreprises du complexe militaire-industriel kievien. Donc frappe très efficace, et le système de défense kievien est totalement dépassé. Intéressant aussi, les Russes ont frappé donc au nord de la ville de Kherson pour interdire l'accès à la ville de Kherson, donc grâce à leurs drones. Donc on l'a dit, les Russes ont des drones qui peuvent frapper jusqu'à 25 km, et donc à partir de la rive gauche du Dniepr, eh bien, ils interdisent l'accès par cet axe à la ville de Kherson, ce qui devrait à terme, si ça continue, obliger les otano-kieviens à tout simplement évacuer la ville de Kherson. Quel est le but des Russes? Encore une fois, on ne le sait pas. Est-ce que le but c'est d'attirer les réserves ukrainiennes, ou c'est réellement de lancer une opération de franchissement du Dniepr? L'avenir nous le dira. Du côté du Dniepr toujours, sauf que cette fois c'est dans la région de Zaporozhye, les Russes continuent leur offensive vers la ville de Zaporozhye, et donc ont définitivement nettoyé la localité de Plavne ici, et avancent plein nord, donc vers la ville de Zaporozhye. Les Kieviens ont prétendu qu'il y avait eu
quelques contre-attaques donc de ce côté-là, mais je crois que c'est faux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, c'est qu'en fait, beaucoup des contre-attaques qui sont annoncées par le régime de Kiev, y compris par des médias cartographes ukrainiens qui étaient plutôt crédibles comme Deep State, eh bien, on ne peut plus leur faire confiance, en fait. Des localités qu'ils annoncent prises ou des contre-attaques qui auraient réussi, en fait, ce sont souvent les infiltrations de petits groupes qui se font prendre en photo avec un drapeau et qui ensuite, après soit se font encercler, soit repartent en courant dans l'autre sens. Donc, on va être très très prudent maintenant avec les sources ukrainiennes. Donc, dans le front sud-ouest, les progressions russes continuent. Les Russes se sont emparés de la localité de Georgievka, de Zaporozhye ici, et ont pénétré à l'intérieur de Komeshuvavka. La localité serait sur le point de tomber. Ils ont également progressé toujours à l'intérieur de la région de Dnipropetrovsk et ont pris la localité de Voronezh ici. Sur cette ligne-là, les choses ne sont toujours pas très claires. Il y a eu des contre-attaques ukrainiennes, mais leurs résultats ont été largement exagérés. Les Russes se sont de plus emparés au nord de Fili, à cet endroit-là. La prise de Fili devrait permettre à terme de prendre la première grande localité à l'intérieur de la région de Dnipropetrovsk, c'est-à-dire Novopavlovka, à cet endroit-là. Du côté du front de Pakrovsk, les choses continuent également dans le bon sens pour les Russes qui ont définitivement nettoyé la localité d'Udachnoye ici et celle de Kotlino ici. Et la question se pose aujourd'hui de savoir s'ils ont pris cette fameuse mine de charbon à coke qui est le dernier finalement bastion pour les Otano-Kieviens avant que les Russes puissent avoir accès physiquement sur la dernière grande route d'approvisionnement qui est déjà sous le contrôle des drones russes, mais qui pourrait finalement être fermée physiquement, ce qui scellerait le sort de la ville de Pakrovsk, où les choses vont très très mal pour les Otano-Kieviens, malgré les pseudo contre-attaques Otano-Kieviennes. Les Russes renforcent leur position vers Mirnograd à cet endroit-là, du côté de Liman ici, et on a observé une pause dans la percée russe à cet endroit-là, ce qui confirme bien d'ailleurs que les contre-attaques otano-kieviennes ont échoué. Ce qu'essaient de faire les Russes là, c'est d'enfermer dans un chaudron les otano-kieviens présents dans les localités de Toretsk et de Charkovo à cet endroit-là. Du côté de Konstantinovka, les Russes avancent bien puisqu'ils ont pris Klebanbuk, donc on peut considérer que désormais toutes les troupes otano-kieviennes encore présentes à cet endroit-là sont dans un chaudron et qu'ils vont tous soit se rendre, soit être détruits. Les Russes se sont emparés de Nelopovka à cet endroit-là. Plus au nord, les Russes sont en train de nettoyer les zones forestières au nord de la rivière Donetsk, ici. La situation est très critique pour les Otano-Kieviens et ils continuent à avancer vers Liman, donc à partir de Kolodiazy, ici. Donc la bataille de Liman est imminente. Et là aussi, de l'autre côté de cette rivière, les Russes se sont emparés de cette localité de Serydenye, à cet endroit-là. Plus au nord encore, dans la région de Kupiansk, les Russes consolident leur position. Ils sont rentrés au nord de la ville de Kupiansk. Ils arrivent à faire des incursions jusqu'au centre. Et surtout, il y a une menace d'un énorme chaudron qui enfermerait non seulement la ville de Kupiansk, mais également les troupes otano-kieviennes encore présentes ici. Sur le reste de la ligne de front, la situation est plutôt stabilisée. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 28 août 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux. On en a besoin pour que vous nous suiviez. Merci beaucoup. Vous avez entendu mon appel sur les dons. Continuez. On en a besoin. Et différents moyens. PayPal, Patreon, Tipeee, Telegram payant. Voilà, en tout cas, les nouvelles, vous avez vu, sont bonnes à tous les points de vue. Donc, courage. On les aura.